Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas. Alors Pierre, je suis super content de te recevoir dans Comptoiria pour le 67e épisode. Pierre, j'avais très envie de te recevoir sur le podcast parce que tu es le responsable de l'accélération IA chez BPI France. Et donc, je crois que ça fait déjà 9 ans que tu es dans cette institution et que tu as pris ces nouvelles fonctions, nouvelles responsabilités. Et j'ai vu que tu avais déjà lancé plein de chantiers. Donc, on est hyper content de pouvoir échanger avec toi et que tu nous partages un petit peu ce que tu as mis en place et aussi ta vision de l'IA. Merci beaucoup de me recevoir et c'est un grand plaisir aussi d'être avec toi aujourd'hui. Génial. Alors, tout d'abord, Pierre, pour commencer, hein, qu'est-ce qui se passe dans l'IA générative? Je crois que toi, tu as commencé en fait à opérer un tournant et à vouloir t'impliquer en plein à fond sur le sujet fin 2022 ou tout début Ouais. 2023. Tu disais que tu avais rencontré un peu aussi des personnes chez Microsoft pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer, peut-être juste après ChatGPT, le 30 novembre 2022. Ouais, c'est à peu près ça. En fait, ça part d'un malentendu, c'est ça qui est rigolo en plus. Il y a 2, 3 ans, j'ai un copain qui me dit, il y a une IA générative qui fait des images et en fait, il me parlait de Midjourney. Ouais. Et moi, je cherche sur Internet et je trouve pas, mais je tombe sur Dali. Et donc, je me crée un compte OpenAI à l'époque. Et donc, après, je l'oublie parce que ça faisait des trucs moches. Non. Et puis, justement, quand il a commencé à faire un petit peu de buzz autour de ce qui se passait avec OpenAI, moi, tout de suite, le nom me disait quelque chose et donc j'ai commencé à écouter sérieusement. Et quand j'ai compris qu'il se passait des choses entre Microsoft et OpenAI, vu qu'on est, comme je pense beaucoup de grandes entreprises françaises, clients de Microsoft, avec des contacts réguliers avec Microsoft, mais pas que d'ailleurs, j'ai dit, moi je veux bien qu'on se parle, mais j'aimerais que vous me racontiez ce que vous faites avec OpenAI. Et j'ai eu la chance de le faire un petit peu avant tout le monde, et donc d'avoir de la disponibilité des gens qui savaient. Et donc début 2023, on s'est vu, ils nous ont expliqué, Mhm. et on s'est dit, ah oui, là, il va se passer quand même des choses assez monstrueuses. C'est fini les recettes de cuisine et les poèmes comme on a pu faire à Noël. Là, on va parler business. Et Microsoft a compris que jamais une entreprise française, européenne et encore moins une banque comme BPI n'ira travailler directement avec OpenAI. Et comment eux peuvent sécuriser, justement, tenir compte des contraintes qu'on peut avoir pour nous mettre à disposition cette technologie. Et c'est là où je trouve qu'ils ont été très forts, Microsoft, parce qu'ils se sont servis de leur connaissance de l'écosystème européen et de qu'est-ce qui est important pour une entreprise en Europe, pour justement adapter la proposition de valeur de OpenAI en quelque chose d'entendable, d'acceptable pour une entreprise comme BPI France. Hmm. Énorme force de Microsoft. Ouais, En effet, ben, ce savoir-faire, ce déploiement précédent, cette force commerciale, on le voit en effet avec l'environnement Azure, une vraie accélération. ouais, Euh, et donc, mais pour revenir en amont, donc ce que tu nous dis, donc oui, donc, des réunions avec Microsoft qui t'ont vraiment éveillé les yeux, ouais, qui t'ont ouvert les yeux à toi et aux possibilités de ce que vous pouviez ouais, faire donc, côté tout à fait. BPI France. Je pense que donc vous êtes projeté par rapport à ça. Ouais, Euh, Tu nous disais avant, bah, c'est sûr, bah, Dali au début, bah, on ouvre, on ferme en 2022 en se disant bon bah c'est pas top. ouais. Mais alors et ChatGPT quand tu le vois en fin 2022, tu dis oui les recettes, Oui. un petit peu de conversationnel, un waouh quand même à ce moment-là. Ouais, alors un Wahoo, et alors à titre personnel, moi j'avais déjà commencé à utiliser Character.ai, plutôt dans le perso, et donc j'avais, sans comprendre comment ça marchait, je m'étais jamais intéressé à la secret sauce, mais je me disais c'est quand même assez extraordinaire parce que en fonction de ce que je donne comme information, j'arrive à donner des tonalités, des orientations, je donne, c'est pas binaire, c'est maintenant on est tous à l'aise avec ça, hein, c'est pas de l'IA discriminante, c'est de l'IA générative, et je me rendais bien compte qu'il y avait des trucs où je faisais des chain of thought sans m'en rendre compte, enfin ce genre de choses. Donc j'avais déjà un peu pris le truc, et c'est pour ça que très vite on s'est dit bon, il faut qu'on investigue le sujet, et on s'est organisé pour justement investiguer, parce que comme tu l'as dit, je suis responsable de l'accélération IA.
ça sous-entend qu'on faisait déjà de l'IA chez BPI France, mais plutôt sur des choses plus classiques, type machine learning, et on va dire avec moins de projets que ce qu'on voit arriver là actuellement. Donc Oui, voilà, donc justement, aujourd'hui... ça avait un autre nom, machine learning, Ouais. mais vous faisiez déjà de l'IA depuis plusieurs années, quoi. Oui, oui, on a de l'IA dans plein d'endroits, notamment dans nos process de compliance, conformité, dans nos process marketing. Voilà, on n'a pas découvert, on a des équipes de data scientists. Voilà, mais c'est juste qu'on reconnaît facilement, maintenant on est en 2024, c'est facile de le dire, que là il y avait une nouvelle vague, une vague d'accélération, et que il fallait qu'on organise un peu l'entreprise, qu'on s'assure qu'on avait les bonnes personnes aux bons endroits, à la fois côté tech, DSI, digital, tout ça, mais également côté, j'ai envie de dire, sécurité réglementaire, hein, donc RH, juridique, SSI, compliance, voilà. Et puis surtout, acculturer aussi nos métiers, puisqu'on ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA, on fait de l'IA si jamais ça répond à un besoin métier. Et donc, Ouais. on a tout ce sujet d'aligner tout le monde pour justement créer de la valeur, créer de l'impact avec ces nouvelles possibilités. Ok, c'est ce que je comprends bien. Et avec ce que tu appelles ta North Star, donc ton objectif qui est l'usage de l'IA Ouais, donc, toujours. au sein de BPI France. Donc, pour revenir sur toi, Pierre, donc au niveau personnel, quel est l'outil d'IA que tu utilises le plus aujourd'hui? Alors, il n'y en a pas. J'en utilise Mhm. beaucoup, en fait. Et c'est peut-être aussi, ça prouve aussi que c'est pas complètement mature, pas complètement sec. Mais j'ai mes petits chouchous. J'ai historiquement un gros chat GPT où j'avais fait mes GPTs, mes custom instructions et tout ça, mais je suis en train de le quitter petit à petit, puisque de toute façon, on veut, pour l'entreprise, utiliser plutôt des solutions qu'on maîtrise plus. J'utilise un petit peu Gemini, parce que sur certains usages, quand même, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Bien sûr, moi, Euh, je te confirme, moi, j'ai accompagné un client récemment, par exemple, sur du référencement avec l'IA. Et c'est sûr que là-dessus, par exemple, voilà. on s'en doute par rapport à la position dominante de Google sur la recherche, mais sur du référencement, par exemple, il y a pas photo. Gemini Ils ont les données du search. Donc, c'est là que exactement. c'est fort. Ensuite, j'utilise un peu Hugging Chat pour tester les principes d'agent justement dans un environnement open source. J'aime de plus en plus et je passe beaucoup de temps avec Perplexity. Ouais. Et puis nous, on a Copilot et un peu de Mistral. On a donc voilà, donc j'utilise un peu tout ça. Je faisais un petit peu d'image au début, un peu de veille sur la vidéo, un peu de veille sur l'audio, Eleven Lab, DID, mais c'est plus pour m'acculturer qu'autre chose. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup du texte qui m'intéresse. Copilot, j'utilise Copilot pour Teams, Copilot Word, Excel, PowerPoint, enfin surtout Teams et Outlook d'ailleurs, pour être totalement Très transparent. intéressant, surtout Teams et Outlook. Ouais, Très bien, donc beaucoup des possibilités exactement. de tes réunions, des échanges peut-être que tu as eu Exactement. Comment on fait pour aller à avec 3 tes réunions en contacts. même temps? Ouais. On va à une et puis on écoute le replay, compte rendu des 2 autres. Comment on fait quand on a 100 mails non lus et que c'est des mails qui sont beaucoup de réponses les unes aux autres? Enfin Ouais. voilà, aujourd'hui, c'est des usages que je trouve très intéressants. Hmm. Et tu m'avais demandé de préparer mon petit secret. Ah oui, oui, oui. Ce que je vois en tout cas, c'est déjà un stack, enfin, donc quand même pas mal d'outils, mais ce qui est normal aussi parce que tu as une partie veille dans ta Exactement. mission. Et oui, ce qui est très important, donc plein d'outils, hein, de Ouais. productivité, et ton usage secret ou hyper pratique que tu es prêt à nous révéler. Exactement, Pierre. Alors, ça s'appelle, je l'ai noté parce que l'URL est pas facile. Ça s'appelle explorer.globe.engineer. Ok. En Point gros, lob, tu dis globe, globe. globe. Oui, d'accord, très bien. Explorer.globe.engineer. En Merci, Pierre. gros, c'est un truc un peu comme Perplexity qui permet, en fait, on lui donne un prompt du genre, j'ai une thématique, je dois faire, je dis une bêtise, une conférence sur les conséquences de l'IA sur la création dans la musique. Je lui fais un prompt comme ça,
Et il va me transformer ça donc en prompt type consultant qui analyse un marché. Et ensuite, il va lancer des recherches web pour trouver, en face de chaque thématique qu'il a identifiée, des sources, des slides, des sites qui donnent une information qui va dans ce sens. Il est Et génial cet outil, Pierre. Merci de le mentionner parce que alors moi je l'avais vu en démo, mais tu vois, je l'avais même pas essayé alors que je passe un certain temps à essayer. Mais il est complètement dingue ouais, ce explorer.globe.engineer, tout en ayant en plus, on va dire, hein, sur l'UX ou sur et l'interface, extrêmement simple. un très très simple. Ça nous fait penser presque à du Reddit ou à Ouais, du tu sais, Craigslist. ouais, ouais. J'exagère presque, mais alors que pourtant il y a une énorme puissance derrière. Ouais. Ah, il y a une barre où on tape et un bouton entrée. Point. Mmh. Mais je trouve ça assez génial. Et ça me laisse imaginer plein de choses pour nos métiers de demain, puisqu'on a des gens qui font finalement du conseil chez BPI France, au sens, on accompagne les entrepreneurs et dans ce sens, parfois, on n'est pas que sur du financement, on est aussi des fois sur des approches de type conseil. Et donc, je me dis qu'on a des choses à faire avec ça. Ou quelque Je chose qui est suis amélioré. écoute, en tout cas, c'est une très belle, découverte ou redécouverte, pour moi. Hem, d'autant plus, d'autant plus, tu vois, suite à l'actualité récente, on a eu aussi Devin, donc un agent dont tout le monde a parlé un petit peu la semaine dernière. Donc Devin, donc heu Développeur. le premier développeur, ingénieur, développeur IA et donc non pas humain, qui a bluffé tout le monde en tout cas sur ses capacités de développement, de code. Mais là avec ton Globe Explorer, en effet, on voit qu'on est sur quelque chose de très, très chaud qui devient une réalité, Ouais. peut-être, que tu partageras mon point de vue là-dessus, Pierre, par rapport à un AutoGPT, qui nous Ouais. avait bluffé, mais qui était un peu nébuleux ou inutilisable il y a 1 an. Ouais, ouais. AutoGPT, c'était un bon brouillon parce que ça a permis à plein de gens de comprendre c'est quoi le coup d'après, mais c'était pas la bonne approche, c'était trop compliqué. Les architectures à base d'agents, là, moi, je les trouve super intéressantes. D'ailleurs, on s'oriente vers ça. On a commencé à développer nos propres agents chez BPI. Donc, c'est assez intéressant. Pour le moment, c'est des prototypes, mais les résultats sont plutôt encourageants. Mais oui, l'approche multi-agent, orchestration d'agents, c'est quelque chose auquel je crois très fort moi aussi. Et le Mmh. brouillon, c'était en effet AutoGPT, mais qui était un peu complexe d'accès et je pense pas maintenable dans la durée. Mais qui a eu le mérite d'inspirer tout le monde, hein, et OpenAI, les premiers, je pense, hein, donc Oui. quand tu dis que vous avez développé vos agents, donc en interne, vous avez utilisé des solutions là-dessus ou comment ça se passe? Alors, je vais pas répondre à la question, je vais répondre à une autre. Comment on fait pour prioriser les sujets qu'on veut traiter avec de l'IA générative? Euh, on a fait plusieurs choses. Déjà, on a commencé à acculturer nos métiers, leur expliquer ce qu'il y avait en jeu, pour qu'ils nous disent un peu où eux ils voyaient de l'usage, de l'utilité, de l'impact de cette technologie pour leurs usages métiers. L'idée, c'est pas d'imposer l'IA, c'est d'avoir l'IA en solution pour répondre à des enjeux métiers. Ensuite, on s'est dit, attends, c'est super tout ça, mais quand même, c'est une matière qui est un peu neuve et on lit tous la presse, on nous parle de biais, de risques, d'éthique, tout ça. Donc, on a dit, bon, ben, nous aussi, il faut qu'on se fasse une conviction. Et on a mis en place un principe de ce qu'on a appelé de task force, D'accord. qui ont réfléchi à c'est quoi le cadre d'encadrement et de sécurisation de l'IA générative pour BPI France. Oui. Et donc, d'un côté, on avait des usages remontés par les métiers. De l'autre côté, nos équipes, j'ai envie de dire, les défenseurs de l'équipe, qui nous disaient attention à ne pas faire n'importe quoi. Et on s'est dit, comment on fait rencontrer ces deux mondes? Eh ben, on Et fait pas un génial Pierre, merci beaucoup, hein. C'est hyper intéressant, c'est exactement, je sais qu'il y a plein de personnes dans l'audience qui veulent comprendre ça. Donc merci de nous révéler ça. Sur les usages, tu les as fait remonter suite à une acculturation? Oui, c'est vraiment ça l'idée. C'est moi, je vois la veille de deux façons, de trois façons pour être précis. Il y a la veille que moi, je peux pousser vers les équipes métiers, à la fois en faisant un peu le tour des popotes pour voir qui fait quoi dans les autres entreprises, dans les autres secteurs.
et à la fois en faisant de la veille techno. C'est-à-dire s'il y a des solutions, s'il y a des SaaS, c'est qu'il y a des besoins. Donc ça, c'est ma partie. Mais ça ne peut être qu'une partie. La vraie partie, c'est les personnes qui sont dans leur ligne métier, dans leur process métier, qui ont des pain points tous les jours et qui disent « Mais attends, ce que tu viens de me raconter, ça me fait penser à quelque chose ». Et ils arrivent à se projeter et à imaginer un nouveau process métier qui s'appuierait sur le BIR. D'accord. D'accord, donc très bien. Donc un cadre donc, par les métiers. Ensuite, je crois que tu as une partie comitologie. Ouais, alors oui, parce que voilà, donc on s'est dit, on priorise par la valeur et par les risques. Et donc on se fait rencontrer use case par use case, c'est quoi le cadre à minima à mettre en place. Et pour avoir cette discussion, on ne fait pas ça sur un coin de table. On a été obligé de mettre en place justement une méthodo, une comitologie, donc des réunions, des outils d'identification des sujets, de scoring, d'analyse des risques, de validation, de priorisation. Donc on met ça en place. Aujourd'hui, on a un truc qui tourne bien, qui tourne peut-être trop bien au sens où on ne prend pas de risques. Hein. Il y a beaucoup de tampons. Et donc peut-être qu'il faudrait qu'on soit un peu plus lean, mais ce n'est que ma conviction à moi, pas forcément celle de mes collègues. Une fois qu'on a priorisé nos sujets, on a des équipes qui réalisent. Aujourd'hui, on ne fait pas trop encore appel au marché, puisqu'on veut se faire nos propres convictions. En fait, ça c'est très important pour moi. Je ne veux pas qu'on nous impose une vision de ce qu'est l'IA générative. Je veux qu'on se la fasse nous-mêmes. Donc avec des équipes tech chez BPI France qui apprennent. Alors, on va faire du long chain, on va regarder ce que fait Dust, on va regarder des repos GitHub, etc., etc. Mais à la fin du fin, c'est nos data scientists qui font des choses aujourd'hui. Génial, génial. Ce qui permet d'avoir en effet, oui, de faire remonter le besoin et d'être vraiment sur votre activité, vos besoins et pas ceux qu'on va vous pousser, quoi. Exactement, Okay. voilà. Et dans un futur plus ou moins lointain, peut-être qu'on pourra revoir cette position en se disant, bon, est-ce que là, c'est vraiment notre job de faire quelque chose, ou est-ce que maintenant qu'on sait bien de quoi on parle, on peut faire appel à une solution du marché. Voilà, il y a vraiment les deux, se dire, si on veut savoir ce qu'on achète, faut en avoir fait un peu. Est-ce que vous avez une espèce de charte, on va dire, tu vois, sur l'IA, la gouvernance? C'est un projet. Mais comme je disais, on fait une approche par cas d'usage et on met en place ce qu'il faut en face de chaque cas d'usage. Aujourd'hui, sur les cas d'usage qu'on a priorisés, on n'a pas encore besoin d'une charte. Mais on a des bribes de charte de type qu'est-ce que je mets dans une IA générative et qu'est-ce que je mets pas. Est-ce que je l'utilise pour développer des images, pour générer des images ou pas. Est-ce que je partage une information que je partagerai à un collègue? On a des petits trucs comme ça qui arrivent, mais on n'a pas vraiment encore une charte. Ensuite, tu as des bonnes pratiques, oui, des bonnes voilà. pratiques. Okay, Ensuite, il y a une vraie question qui se pose sur la charte. La charte, c'est, je trouve, une bonne pratique avant que l'IA Act soit validé. Maintenant qu'il y a un cadre réglementaire européen qui définit exactement ce qu'on a le droit de faire et pas faire, je trouve que la charte a moins de valeur, a moins d'intérêt. Donc, ça reste encore en l'idée, hein, on ne s'interdit rien. Si jamais on se rend compte que c'est un outil utile, la charte, on mettra en place une charte. Mais pour le moment, déjà, on a, je veux dire, ce nouveau paquet réglementaire qui est intéressant, qu'il faut mettre en place, qu'il faut appliquer. On a ensuite, nous, toute la déontologie bancaire qui s'impose à nous. Hein, donc, ça aussi, c'est une autre charte, finalement. Et ensuite, il y a la responsabilité individuelle, il y a l'éthique individuelle. Donc, déjà, on a ces trois éléments-là. Mais voilà, pas de charte aujourd'hui, pourquoi pas un jour? D'accord, je comprends. Donc, si j'ai bien vu aussi, donc, tu es parti grosso modo de 150 cas d'usage au début. Ouais. Ces cas d'usage, tu les as répartis selon l'impact qu'ils peuvent avoir sur le business, Ouais. et de l'autre côté, le risque, en fait, hein, c'est bien ça? Alors, Pour les pour prioriser? simplifier, c'est ça. Après, il y a un peu de nuance. Donc, il y a l'impact et il y a le risque. C'est les deux variables les plus importantes. Mais ensuite, on a le droit d'être un peu filou, un peu malin, et se dire que des fois, on est sur des sujets qui n'ont pas tant d'impact,
mais qui sont tellement pas risqués, qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent de monter une marche et qui font baisser, entre guillemets, la complexité et le risque d'un autre sujet qui aura plus d'impact, mais qui aurait été un peu dur à attaquer en premier. Donc, on a de la méthode, mais on ne s'interdit pas de réfléchir. Et donc, quand on se dit, bah, tiens, ça, c'est pas waouh, mais une fois qu'on a fait ça, c'est une brique préalable à un autre use case qui, lui, sera très intéressant. Et en plus, ça, on sait qu'on va avoir les feux verts partout, que les équipes tech, elles vont être à l'aise. Donc, pourquoi pas faire celui-là tout de suite? Type revue de presse. Parfait. Et donc, ensuite, tu as un déploiement aussi de solutions de type ChatGPT auprès de tes collaborateurs. Alors, les mots ont leur importance, je dirais pas déploiement, puisque aujourd'hui, aucune de nos initiatives sur l'intelligence artificielle générative est en production, au sens intégré dans les process métiers. Tout est en expérimentation. Mais on a des expérimentations plus ou moins avancées, je vais dire. Donc voilà, donc derrière, c'est ça, on définit un POC ou un POV, hein, tout le monde n'est pas d'accord sur les termes, et on le met dans la main des métiers pour qu'ils itèrent, pour qu'ils testent, et qu'eux-mêmes nous disent qu'est-ce qu'ils y trouvent, qu'est-ce qu'ils y gagnent, qu'est-ce qu'ils y gagnent pas, est-ce qu'on a réussi quelque chose, est-ce qu'on a raté quelque chose. Aujourd'hui, moi, j'ai identifié, je ne veux pas me tromper, 4 leviers de valeur, 4 types de gains. Il y a les gains de productivité pure. Genre, avant, je prenais tant de temps, maintenant, je prends, je sais pas, 30% de moins de temps, 50% de moins de temps. Il y a les gains de rapidité dans l'idéation. Ça, je trouve que c'est intéressant. C'est on fait un truc et on se rend compte que c'est pas la bonne direction et on recommence. L'IA accélère ça, en fait. Et là où à fond, j'aurais pu itérer sur une problématique peut-être 3 fois dans la semaine, là, je peux itérer 3 fois dans la journée. Et donc, j'accélère d'autant mon rythme. C'est pas le temps gagné, c'est plutôt le temps que j'ai mis à arriver à ma bonne idée. Ensuite, il y a des gains en qualité aussi. On le dit souvent un peu en rigolant. Souvent, le problème en informatique, c'est ce qu'il y a c'est après l'écran et le clavier. C'est l'humain. Donc, le fait d'avoir de l'IA générative, des fois, résout aussi des problèmes de non-qualité qu'on avait. Et le dernier point que j'ai identifié, c'est aussi un intérêt dans le travail, puisque c'est des fois des tâches qui ne sont pas forcément à valeur, qui étaient chronophages. Et donc, en les supprimant ou en les raccourcissant, on redonne du temps sur des choses qui ont plus de sens et plus d'intérêt pour les collaborateurs. Aujourd'hui, c'est les 4 points que je vois bien arriver. Alors, ces 4 points, ils sont super importants, super intéressants. Ils peuvent changer le quotidien des employés, ça, je n'en doute pas. Ces points-là, ce sont surtout donc des cas de productivité et qualité. Et les outils là-dessus pour les traiter, typiquement, c'est du LLM, type ChatGPT ou autre, avec du prompt et Ouais. en conversationnel en grande partie, non? Alors, aujourd'hui, en grande partie, encore en conversationnel, mais parce qu'il y a un sujet d'acceptation de la machine. Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'interagir pour accepter un résultat. Demain, je pense qu'on peut proposer tout de suite le résultat et demander que la personne le vérifie, le contrôle. Mais voilà, qu'il n'y ait pas besoin de prompter. Mais on n'est pas là, je pense encore. La deuxième chose, c'est que il y a des histoires de prompting, je suis d'accord, mais il y a aussi des histoires de fine-tuning et de ce qu'on appelle du RAG, Retrieval Augmented Generation, pardon, qui est en fait la technique la plus couramment utilisée aujourd'hui pour faire discuter nos patrimoines de données personnelles avec une IA générative, un LLM. Et ça, c'est plus simple qu'on pensait, enfin que je pensais. C'est moins simple que ce que tu pensais, tu as dit? Oui. Et donc super. Et donc Moi, le RAG, vous en avez mis en place à plusieurs niveaux? Ouais, on est toujours en expérimentation, bien sûr. Mais et là-dessus, avec vos propres solutions ou en utilisant des solutions du marché? Alors, on a fait un peu les deux. Mais actuellement, je ne vais pas faire de mauvaise publicité, donc je ne donnerai pas le nom des solutions. Mais actuellement, ce qui marche le mieux pour le moment, en tout cas pour nous, ça a été de découper nous-mêmes
nos données, D'accord. de faire nous-mêmes nos Ouais. chunks, Oui. parce que en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des meilleurs résultats en faisant un découpage par use case. D'accord, donc vous avez fait vous-même à la mano votre chunk, votre parsing, et donc vous avez vectorisé les documents importants pour et voilà, vous les avez On les rend euh, bavards pour une IA. vous avez rendu bavards et compréhensibles par une IA. Donc vous exploitez ensuite la puissance en tant que moteur pour aller les chercher et interagir avec ces documents. Ok, super. Ouais. Donc, et ça sur des solutions, donc en grande partie, ce que tu dis aujourd'hui, donc Open homemade, source. donc open source, faites par Ouais. vos équipes. Ok, génial. Mais Ok. en plus, moi, je suis totalement transparent. C'était pas mon idée. Moi, je me disais, mais attends, il y a des Gemini 1.5 Pro, il y a des trucs comme ça, il y a plein d'acteurs qui disent, moi, je vous découpe tout comme Ouais, vous voulez. ouais. On met tous les documents n'importe comment, et puis on demande à l'IA de faire le boulot. Eh ben non, c'est pas si simple que ça. Mais moi, je Je me pense disais, que c'est pas si simple que ça. Tu as bien raison. Regarde, un autre point, moi, ce que je vois, c'est par exemple, si tu prends sur des GPT d'OpenAI, bon, bah, tu peux mettre tous les documents que tu veux en PDF, hein, mais je pense que en essayant, on s'aperçoit très vite que tu n'auras pas forcément les mêmes ouais, résultats, la même pertinence qu'avec, entre guillemets, du vrai RAG que tu vas mettre en voilà. place. Mais oui, c'est le fameux lost in the middle, là, les milieux de documents qui disparaissent de l'analyse. Voilà, Mmh. donc à mon grand désespoir, moi qui me disais, allez, on prend tous nos documents, toutes nos bases de données, on vectorise tout ça une fois pour toutes, et après, chaque use case peut consommer, et en fait, non, hélas, en tout cas pour le moment, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. OK. Bon, bah, c'est super intéressant. Hem, alors, je reviens un petit peu en arrière, Pierre, parce que j'ai une question traditionnelle et donc je suis obligé de te la poser. C'est, est-ce que ChatGPT a passé le test de Turing? Hum, Ça dépend. Je m'explique. En fait, ça dépend du contexte. Un chat GPT pour dire où est mon colis, il passe 100% le test de Turing, votre colis est à l'endroit, nous sommes désolés, blablabla. Bla, 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 bla. Pour des choses avec plus d'émotion, aujourd'hui, quelqu'un qui connaissait pas du tout ChatGPT peut penser qu'il y a un humain, mais quelqu'un qui a été en contact avec ChatGPT reconnaît le style libéral californien, comme j'aime à dire, et va dire, mais non, ça, je reconnais, c'est une IA qui parle. Voilà. Mais c'est parce qu'on connaît les IA qu'on a augmenté, j'ai envie de dire, notre niveau d'exigence du test de Turing. Et Oui, on parle beaucoup du test de Turing. Moi, je préfère le sujet de ce qu'on appelle la chambre chinoise. bien sûr, bien sûr. Voilà, donc qui consiste à dire qu'on peut enfermer quelqu'un qui parle pas chinois et qui sait pas lire le chinois pendant des années et des années dans une pièce, une bibliothèque où il y a que des bouquins en chinois. Et il va reconnaître des patterns. Et si on lui met un petit papier sous la porte avec une question en chinois, il va reconnaître les caractères et il va trouver dans tout son ensemble de livres une réponse qui, la personne de l'autre côté de la porte va se dire, ah bah oui, c'est un humain qui répond. Mais en fait, non, il y a zéro humanité. Il y a juste un pattern. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est qu'aujourd'hui, les patterns sont vachement avancés. Et donc, si on ne s'y connaît pas, on peut penser que le test de Turing est passé. Mais plus Ouais. on reconnaît, plus on travaille avec ces outils, moins on se fait avoir, entre guillemets, pour le moment. Mais encore une fois, il faut être très modeste. Je dis pour le moment. Oui, oui, tu as raison. Et donc dans cette chambre chinoise, en effet, bah, la personne qui est enfermée à l'intérieur, n'a pas besoin de parler chinois, pour se faire passer pour un Chinois extérieurement. Exactement. Tout comme, ChatGPT n'a pas besoin d'être, conscient ou humain, pour se faire passer pour aussi. Exactement. Mmh. OK, OK Pierre, super intéressant. Hem, alors, donc aussi donc sur les tests, sur ce que vous essayez donc en interne, hein, tu disais que, tu avais des solutions type ChatGPT en test, aussi du Microsoft, Mhm. 365 avec, Copilot, que tu testes, auprès de tes collaborateurs.
Un peu de Mistral également. Un peu de Mistral aussi. Ok, Mm. super. Donc, ce qui vous permet de vous faire vraiment un avis très général. Écoute, moi, je trouve que c'est plein d'initiatives super intéressantes. Bravo pour ce plan que tu as mis en place, Je suis sachant pas qu'en tout effet, seul. et j'imagine bien, sachant que tu dois quand même avoir des contraintes fortes, t'en parlais au niveau de la déontologie, et de l'autre côté que, bah, au final, tout ça, c'est quand même assez récent. J'ai un petit tweet que j'aime beaucoup, que j'aimerais te lire juste pour que tu me donnes ton point de vue. Donc, c'est Ben Tossell, qui a une newsletter qui s'appelle Ben Bytes. C'est une de mes newsletters préférées sur l'IA. Après, il y en a plein, tu vois. Et il fait un exercice assez intéressant qui est, tu vois, il se rapproche un peu des startups les plus innovantes ou vues comme telles pour leur demander un petit peu comment est-ce que elles ont poussé l'adoption de l'IA en interne. Et donc, tu vois, il a interrogé Stripe, Google, Intercom, Zapier, Adobe, et tu vois, il va chercher un petit peu ensuite ce qui fonctionne, comment encourager les employés à adopter l'IA. Et il en a sorti 9 points. Et je vais te les donner parce que je te les donne rapidement pour que tu me dises un petit peu ah ouais, génial. Et en effet, c'est ce qu'on fait. Et attention, pour la plupart, tu les as abordés évidemment. Juste pour avoir un peu ta réaction à Ouais. chaud, hein. Donc, le premier point, c'est ce qu'il appelle les AI champions, donc des champions IA en interne, tu vois, qui poussent le sujet. Ouais. Alors, il y a deux choses. En conduite du changement informatique, depuis longtemps, on nous dit il faut des ambassadeurs, il faut des champions, etc., etc. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est difficile de les trouver parce que pour deux raisons. Soit c'est leur job, mais on n'est pas, nous, dans notre entreprise, à dire on va dédier des personnes à ça, à ça, à ça. On est plus à dire c'est un outil en plus. Soit si c'est Hmm. pas leur job, ces champions, faut être extrêmement prudent pour pas les mettre en porte-à-faux. Puisque eux, ils vont arriver en disant regarde, avec ce prompt, tu peux faire ça, ça, ça et ça. Et si leurs collègues reviennent vers eux en disant ouais, mais ça marche pas ton truc, c'est le ton truc qui peut être très dangereux parce que là, ils vont se dire attends, je prends des coups alors que moi, je Ouais. faisais ça pour être sympa. Donc, il faut être très prudent et bien les protéger, ces champions. C'est-à-dire qu'il faut vite reprendre la main en disant non, non, mais lui, c'est pas son problème, c'est Pierre qui a merdé. Si vous avez un problème, vous voyez avec Pierre. Donc, T'as j'aime le raison, concept des champions, mais t'as attention raison. à bien les protéger. Très bonne réponse. Alors pour les autres, il faut que tu me fasses une réponse plus brève, Allez. mais je comprends tout à fait ton point, en effet. Euh, alors, organiser des démos et des workshops. Oui, On fait à fond. Organiser des petites expériences avec des équipes cross-fonctionnelles, enfin transverses. on organise un hackathon demain. Parfait. Hackathon, c'était mon point d'après, mais qui est associé à ça. Donc, hackathon demain. Bah voilà, super, ok. Des outils internes. Bah, je pense que tu nous l'as dit, vous en Ouais. avez en fait, hein. Voilà. Les Mistral, ChatGPT et autres. Des discussions régulières sur ces sujets. Je pense que tu dois les porter. Ouais, ouais. Gros travail d'intervention dans les différentes directions avec un petit truc icebreaker un peu marrant et ensuite très vite leur dire et regardez là, vous avez vu le robot qui a fait Peppers? Hmm. Adapté à votre contexte. Vous n'avez pas des idées? Ah ouais, c'est comme génial parce que nanana. Enfin voilà, je Hmm. fais beaucoup ça. L'accès aux outils, ce qui est différent en fait des outils internes, hein, d'une certaine manière, parce que l'accès aux outils, oui, il faut leur donner des comptes, et qu'ils aient pas trop, qu'on parte pas trop dans du shadow Ouais. AI, qu'ils utilisent leurs propres outils avec leurs comptes en interne ou dans d'autres boîtes, hein. Et attention, c'est normal parce qu'on en est encore au début de tout ça, mais Ouais. tu as plein de boîtes aujourd'hui qui partagent et ils sont à 10, 20, 30 sur un compte ChatGPT+, ou Midjourney, par exemple. Alors deux phases. Première phase, toute l'année dernière. On est moteur sur l'innovation, on aime le futur, comme on aime à dire. Donc, on ne vous interdit pas d'utiliser ces outils, au contraire, faites-vous une conviction, mais ne lui donnez aucune donnée BPI France, ne nourrissez pas la bête. Deuxième phase qui a 3 semaines, on a tout coupé, sauf Copilot et notre chatbot interne.
qui est basé Ok. sur, pour le moment, voilà. Avec un Ok. process d'exception pour les gens qui absolument en auraient besoin, mais voilà. Donc on a eu ces 2 Hmm. phases. Mais on n'a Très pas clair. coupé d'abord, on a coupé après, une fois qu'on avait une Hmm. solution. Évidemment, évidemment. Oui, bien sûr. Une fois que tu as une solution à proposer. Parce que ça c'est ce que je dis souvent, je le dis souvent ici. Le pire, c'est t'interdis, tu dis ne faites rien sans avoir de Oui, solution à proposer et sans former. Et alors là, pour le coup, ça part dans tous les sens. exactement. Et ça, je pense que ça, voilà, il y a quand même plein de boîtes qui sont dans l'attente, tu sais, de la solution idéale, qui se disent, Ouais. tiens, ben, on trouvera ça on mettra ça en place dans 3 mois, 4 mois. Et d'ici là, ben, tu vois, on bloque tout. Et ça, en Ouais. fait, c'est le plus dangereux et le plus catastrophique. C'est Le pire résultat, que les de. gens, ils font tout sur un smartphone. Exactement, exactement. On est d'accord. Et dernier point, bah, évidemment, c'est la formation. Donc, bah, Ouais. j'imagine que tu as dû mettre Alors, en place de la formation. ouais, on met beaucoup d'efforts de formation, mais Mmh. on l'a fait à l'ancienne encore. Enfin, l'ancienne, Mmh. c'était la moderne il y a encore 6 mois, hein. C'est-à-dire qu'il y a des webinars, du e-learning, des documents en ligne, enfin, on fait tout bien, hein. Euh, mais avec l'IA générative, je me demande si c'est suffisant. Mmh. Je me demande parce que on est sur un truc qui est tellement révolutionnaire dans l'usage qu'il y a peut-être un truc à aller, il y a un cran plus loin peut-être à aller, parce que je pense que ça va Mmh. infuser partout. Donc, il faut qu'on réfléchisse un peu mieux que il y a les 15 parcours de formation obligatoires, dont l'IA. Ouais, Je suis pas sûr que ça marche, que ce soit suffisant en tout cas. Voilà, bien donc sûr. on y réfléchit encore, on n'est pas arrêté là-dessus. Non, mais je suis d'accord. Donc moi, j'ai une boîte de formation, hein, donc My Connecting IA, et donc j'accompagne toutes les semaines des entreprises dans l'adoption. Et bah, c'est sûr, acculturation, workshop, cas Oui, pratique. Mais je suis bien d'accord avec. Et donc ça, tu vois, c'est mon quotidien. Mais oui, l'étape d'après aussi, c'est accompagner dans la durée, ouais. revenir, voir ce qui a été mis en place, présenter les nouveaux outils ou les changements sur les outils sur lesquels tu as formé, parce qu'en effet, on va à toute vitesse. Ah oui, alors justement, sa petite, pas réflexion personnelle, mais conviction et que je mets en place, je pense que l'intelligence vient des opérationnels et qu'il y a sûrement des gens qui vont faire des prompts de dingue et il est important qu'on récupère ces prompts. Donc, plutôt que de leur dire qui a fait un bon prompt, on est en train de mettre en place des technos qui vont nous permettre d'identifier les prompts et les réponses de prompts, d'une part, et une IA qui va nous permettre d'analyser les prompts et réponses de prompts pour savoir lesquelles sont utiles, lesquelles sont intéressantes, lesquelles sont peut-être problématiques également. Voilà, mais donc je pense qu'avec de la mesure et de l'analyse, on va aussi justement faire monter le niveau global en disant hey, Nathalie, dans telle direction régionale, elle a fait un truc, c'est génial, faut qu'on le mette partout ce truc. Ouais. Ok, super intéressant. Je pense que c'est une bonne manière de progresser, en effet. Tu as raison, ce savoir-faire métier qui vient des équipes, il faut savoir le déceler, parce qu'avant Oui, qu'une IA spécialisée fasse beaucoup mieux, il va falloir peut-être un petit moment. Ok, super. exactement. Donc, Pierre, donc maintenant pour aller sur un autre registre aussi, j'aimerais te poser deux questions. Bah, la BPI a un rôle au sein de l'économie, au sein de la diffusion de l'IA. Mm. Est-ce qu'il y a des grandes initiatives que vous portez? Alors là, je te demande plutôt un regard, hein, externe, tu vois. Euh, et ma deuxième question, c'est ensuite sur tu sais, le rapport interministériel là, qui est sorti. Est-ce que tu as eu le temps de jeter un coup d'œil? Donc voilà, donc plus peut-être ta vision, même si je vois que tu fais déjà énormément de choses au sein de la BPI pour l'adoption, mais ta vision peut-être sur justement l'extérieur, Ouais. et comment est-ce que la BPI aide sur ces sujets? Donc oui, donc en fait, moi je décompose le sujet de l'adoption de l'IA en trois. Il y a, dans le désordre, comment BPI France prend cette vague d'IA pour ses process, mais indirectement pour ses clients. Mhm. Ensuite, il y a à l'autre bout de la chaîne les plans France 2030 et autres, comment on fait de la France une nation d'IA
et comment finalement on aide l'écosystème des entreprises de l'IA à se développer. Et donc on fait beaucoup pour ça. On est au capital de pas mal d'entreprises, on les soutient, on les met en réseau. Voilà, donc on a beaucoup d'initiatives sur cette partie-là. Et on a une troisième patte, puisqu'il y a donc PPI France, les entreprises de l'IA et les entreprises pas de l'IA. Et justement, celle-là, j'ai envie de dire, c'est peut-être le plus important. C'est comment on fait prendre conscience à ces entrepreneurs et à ces entreprises que l'IA, c'est pour eux et que c'est maintenant. Alors, le constat, il est mauvais. On vient de sortir une étude, BPI France Le Lab, hier, je crois. Je crois que c'est 70% des entrepreneurs n'utilisent pas l'IA et peut-être 60% considèrent que c'est pas pour eux, qu'ils ne sont pas concernés. Okay. Donc, on a un gros travail, gros boulot pour emmener tout ce monde en disant non, mais attendez, on ne parle pas du futur et on ne parle pas de trucs de geek de la Silicon Valley, on parle de votre quotidien, de votre entreprise, quel que soit son secteur, quelle que soit sa taille. Et donc, on a mis en place une initiative, en fait, on le fait pour le gouvernement de mémoire, qui s'appelle IA Booster, qui est en fait un programme en différentes étapes d'acculturation progressive des entreprises à ces sujets et d'identification des premiers cas d'usage qu'ils pourraient mettre en place. Et ça commence par de l'autodiag, des e-learning, et plus on avance dans le temps, plus là, on va mettre des experts en IA qui vont venir voir l'équipe dirigeante, qui vont discuter, avec qui ils vont travailler pour identifier des use cases. Donc voilà, on soutient les entreprises de l'IA, on soutient les entreprises pas de l'IA pour qu'elles prennent cette vague d'IA, et nous-mêmes, on s'impose à nous aussi ce prisme en se disant il faut que nous aussi on se transforme en voyant où est-ce qu'on peut mettre de l'IA quand c'est utile. Encore une fois, c'est pas l'IA pour l'IA, c'est l'IA quand c'est utile. Évidemment, donc oui, et dispositif IA Booster, super intéressant. Donc je pense qu'il faut continuer à communiquer dessus. Tout à fait. Et les premières phases sont totalement gratuites. C'est que des e-learning et des Zodiac, c'est totalement gratuit sur notre site BPI France Université de mémoire. Ok, très bien. Le rapport interministériel, il est récent, mais tu as eu le temps de jeter un coup d'œil, ça te semble... donc, il y a 25 mesures. On sent en tout cas que le gouvernement a envie de mettre l'accent sur le sujet, le président de la République aussi. Peut-être aussi un petit peu de dépasser en tout cas certaines limites qu'on pouvait imaginer, donc avec l'AI Act, qui pouvait sembler un petit peu bloquant, et de dire surtout on veut aller de l'avant là-dessus, on veut investir massivement et se positionner vraiment en leader, comme l'a dit Emmanuel Macron récemment, sur le sujet. Alors, deux choses. Moi, mes propos n'engagent que moi là. L'IA Act, les défenseurs de, on va dire, les droits fondamentaux disent que le marché a gagné, et les entreprises du secteur disent que les associations ont gagné. Donc je me dis que le texte doit être à peu près équilibré. Voilà, donc ça c'est la première chose, et c'est très bien parce que comme ça au moins on a une base de travail. Ensuite, la France là-dedans. Déjà, la France, c'est naturellement et depuis longtemps une nation de l'IA. Parce que l'IA, c'est des maths, et on a des filières d'excellence mathématique extrêmement reconnues, et puis on a plein de médailles Fields. Enfin, c'est pour dire si on est très bon. On a aussi là, le master mathématiques, visualisation prédictive, ENS, Cachan, Pont, enfin voilà, toutes les équipes de data scientists des labs d'IA des GAFAM sont remplies d'anciens élèves de cette formation. Donc on a une très très belle culture IA en France. Ça c'est important de le dire. Maintenant, c'est comment on met en place ce qu'il faut pour qu'il reste en France. Et c'est ce qui est en train de se passer, puisque il faut quoi ? Il faut donc des talents, comme on dit maintenant, donc des gens qui savent faire. Il faut du software, il faut de la data, et il faut du hardware. Il y a d'autres qui vont dire, et il faut du capital.
C'est vrai aussi. Et donc, mais tout ça, on l'a en France. Tout ça, on l'a en France. Que ce soit côté public avec les supercalculateurs, j'oublie comment ça s'appelle en français. J'en ai, Ouais, bien sûr. voilà. Ou que ce soit les alternatives privées avec tout le groupe Iliad qui a beaucoup mouillé le maillot. Bien sûr. Sur le soft, on a Lighton, on a Mistral, mais on a aussi toute une stack qui se met au-dessus. Je donne des noms au hasard. Je pense à Dust, je pense à Giscard, il y a plein de trucs. On a plein de softs aussi qui vont permettre donc de faire vivre les modèles. Et derrière, comme je disais, il faut ensuite des usages. Et donc, ça aussi, on peut, en France, justement, via des PME, des ETI, des TPE, des grands groupes, se dire, bah, tiens, non, voilà, moi, je vais être consommateur de ces sujets. Donc, on a tout pour le faire, en fait. C'est juste bien aligner les choses. Et le rapport, la commission IA, si je ne dis pas de bêtises, il va dans ce sens. Il dit la même chose. Il dit qu'il faut juste aligner nos initiatives pour être sûr qu'on fasse profiter à plein et qu'on n'envoie pas de l'argent et des talents à l'étranger, en fait. Tout à fait. Oui, 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 évidemment. Bah, écoute, on est tout à fait d'accord sur ces sujets. Dans tous les cas, je pense que c'est bien qu'il y ait ce rapport parce que c'est Ouais. aussi, le plus on parle de l'IA, le plus on parle de ces sujets un peu partout dans la presse, heu, plus il y a de prise de conscience et on peut qu'aider en tout cas à l'adoption. Donc Mais ouais, c'est j'ai vu là des programmes qui sortent. Alors, c'est pas innocent, hein, mais j'ai vu que Meta, Microsoft, Google, ils annoncent tous qu'ils vont former des centaines de milliers de Français à l'IA. exact. Donc, on n'est pas naïf, mais c'est une bonne chose. Évidemment, évidemment et j'ai reçu, Meta 30 000 personnes, heu, Microsoft avec Avulia 100 000 personnes, donc des plans massifs de formation, sur l'IA et c'est très, très bien que ces acteurs de type, GAFAM jouent ce jeu, s'impliquent, au quotidien et aux côtés, bah, des personnes comme toi qui font avancer ça dans les entreprises, des personnes comme moi avec ma boîte de formation qui forme aussi sur le terrain, et c'est comme ça qu'on va y arriver. Super. Exactement. Pierre, merci beaucoup. J'aimerais te demander un petit peu ton point de vue, personnel, hein, si tu veux, sur l'impact de l'IA sur, l'emploi. Comment est-ce que tu vois ça dans les années qui viennent? Euh, c'est une question compliquée, hein. Évidemment. Déjà, je vais dire que je sais pas trop. Mmh. Mais ce que je constate deux choses. Avant même qu'on parle d'IA, on disait que, je sais plus si c'était les chiffres, 75% des emplois qui seront en 2040, 2050 n'existent pas encore aujourd'hui. Enfin, on a toujours entendu ce genre de choses. Mmh. Donc, l'IA accélère certaines choses, mais les emplois qui, entre guillemets, disparaissent et des nouveaux emplois qui se créent, ça a toujours existé. C'est peut-être juste Ouais. une accélération qui va avoir lieu. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, ma conviction, c'est que ces LLM, ces IA génératives, par nature, sont imparfaits et par nature nécessitent du contrôle. Et donc, il va falloir des contrôleurs. Donc, en fait, je pense qu'il va y avoir un shift quand même entre on faisait beaucoup et on contrôlait un peu, à on contrôle beaucoup et on fait moins. Ouais. Donc, pour l'emploi, moi, je pense qu'il il va pas y avoir de choc comme on a pu en annoncer. Par contre, il y a des vraies questions de comment on bascule de cette ère de on était des faiseurs à on est des contrôleurs et dans la durée. C'est-à-dire que quand ceux qui auront fait que du contrôle toute leur vie, comment ils seront légitimes pour analyser les choses. Euh, un développeur qui a développé sans IA, je pense qu'il est plus critique envers le travail d'une IA, naturellement, parce qu'il a fait des erreurs, il s'en souvient, que quelqu'un qui finalement n'aura jamais vraiment codé. Et donc ça, c'est des vraies questions auxquelles j'ai pas la réponse. C'est comment on va former les experts de demain. Parce Mmh. qu'aujourd'hui, notre modèle d'expertise, c'était bah, tu commences en bas, tu apprends, tu fais des erreurs et tu apprends de tes erreurs. Si on fait plus d'erreurs, comment on apprend? C'est la question auquel j'ai pas la réponse. Par contre, voilà, je crois pas au truc un peu cataclysmique
cataclysmique. Ah, je vais pas y arriver. Cataclysmique, Merci. évidemment. Qu'on a pu entendre début 2023, qui disait voilà, on va tous être remplacés, il y aura plus rien. Enfin, voilà, ça, j'y crois pas. Oui, oui, on est revenu un petit peu de cette vision cataclysmique, fin du monde, en effet, de la période moratoire aussi, donc Ouais. sur l'IA, du Muriel risque, Elon Musk qui du disait qu'il risque fallait tout arrêter. existentiel. Ouais. Après, c'est vrai, je pense que on sait pas trop là-dessus comment ça va évoluer. Ça va être fascinant à suivre. Je lisais un tweet aussi là-dessus de Paul Graham, le fondateur du Y Oui. Combinator, qui disait qu'il y avait un truc assez fou qui se passait, en tout cas sur les tâches de développement comme que tu évoquais à Oui. l'instant, où ben, dans la Silicon Valley, grosso modo, tu avais toujours en fait un écart historique entre des jeunes devs, des jeunes développeurs de 22, 25 ou 18, 25 on va dire, et le senior développeur 35 plus, qui grosso modo, tu vois, avait beaucoup plus de précision sur le code, d'expérience, de recul, et qu'en fait, ce qu'il y avait à l'époque, bah, pour le coup, on le retrouve plus trop parce que le code, c'est un des premiers métiers là, qui est impacté par l'IA. Et en fait, ces jeunes développeurs dans la vallée qui utilisent Copilot et donc des outils d'IA générative pour générer du code, ils vont en fait beaucoup plus vite Oui. que ceux qui développent à la base nativement et sans Ouais. utilisation. Et donc, il y a un phénomène assez intéressant où c'est grosso modo, bah, si tu utilises l'IA générative, euh, tu deviens, tu vas beaucoup plus vite, tu progresses plus rapidement. Oui. On le voit hein, sur quelqu'un qui ferait une tâche de bureautique, on te dit pour devenir un champion d'Excel demain, bah, tu deviendras un champion d'Excel en étant bah, moyen sur Excel et très très fort avec l'IA générative plutôt que juste le roi de VBA et un point c'est tout, quoi. Exactement, je suis assez d'accord. Mais c'est encore des principes qu'on maîtrise pas trop, justement. Ouais, Mm. ouais, ouais. En tout cas, ça va être fascinant. On va voir comment tout ça évolue. Pierre, une petite question sur est-ce que tu vois des grandes possibilités, des grandes découvertes à venir avec l'IA? Mm. Moi, je suis pas un stratège et un visionnaire, je suis plus un tacticien et un. Mmh. On me donne une vision, je l'achète ou je l'achète pas, mais quand je l'achète, après, j'aime la déployer. Et donc, j'ai du mal à me projeter sur oui, il va y avoir des grandes révolutions et ainsi de suite. Ce que je vois, c'est que quand même, les équipes de Google DeepMind, ils sortent des découvertes monstrueuses quasiment tous les mois. Et donc, je me dis que c'est pas terminé. Ils ont fait des choses sur les protéines, ils ont fait des choses sur les matières premières. Enfin, voilà, tout le temps, ils sortent des trucs. Donc, je me dis que ça va continuer. Mais voilà, non, je prétends pas savoir ou avoir une vision de tiens, c'est ça qui va être le prochain truc. Tout comme pour tout ce qui est euh, euh, General AI, là, Ouais. l'IA générale. Heu, donc l'intelligence artificielle générale, exactement. Edge AI, ouais. Ouais, ça, je sais pas trop ce que ça veut dire en plus parce que c'est quoi une intelligence artificielle générale? C'est une intelligence qui est plus intelligente que le plus bête des humains, la moyenne des humains, les plus intelligents des humains. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence logico-mathématique, l'intelligence spatiale, l'intelligence émotionnelle. Il y a quand même beaucoup de paramètres pour que. Voilà, c'est un peu comme quand on disait pour euh, le test de Turing, c'est oui, ça peut le passer, oui, on pourra Ouais, dire que c'est une intelligence artificielle générale, mais dans un certain contexte, pour certaines ouais, bien sûr, choses et pas pour tout. Voilà. Est-ce que, c'est sûr. ça fera aussi bien qu'un Léonard de Vinci à l'époque de Léonard de Vinci, quand il n'y avait pas toutes les connaissances qu'on avait? Enfin, il y a aussi des choses d'instinct, de sensation, de. Tiens, dans la recherche, hein, souvent, si j'ai bien compris, il y a plutôt une logique de j'ai une conviction, j'ai un instinct, et via des protocoles scientifiques rigoureux, je vais aller vérifier ou infirmer mon hypothèse. Mmh, Je sais pas bien si sûr. c'est possible. En fait, j'en sais pas grand-chose, mais voilà, Non, moi non, je me mais dis tu qu'en as fait, on va raison. pousser notre exigence de ce qu'est une AGI au fur et à mesure où on maîtrisera ce qu'est une AGI.
Exactement, une définition encore pas qui est pas très claire. Ce qui est int il y a Yann Lequin en tout cas là qui a un point de vue assez clair sur le sujet où lui ce qu'il nous dit c'est qu'il faut pas s'attendre à un événement, unique comme dans un scénario hollywoodien où Mmh. ça arrive d'un jour à l'autre comme ça et on se dit, c'est AGI. Heu, mais de l'autre côté, il faut voir que donc dans la Silicon Valley, chez OpenAI et dans les boîtes leaders, hein, sur la recherche sur ces sujets-là, l'AGI est une Mmh. réalité, peut-être qu'on perçoit pas, et qui ils sont vraiment en ébullition. Ils courent après ça, c'est la raison de ces boîtes et écoute, pour l'instant, ce sont quand même des chercheurs qui sont le nez dedans et c'est eux qui ont l'accès, le meilleur accès en fait Oui, à l'information sur ces développements-là. bah, la conférence, Developers Day de OpenAI l'année dernière, c'est, Sam Altman et Satya Nadella qui se serrent la main en disant: «Ensemble, on va faire l'AGI». Mmh. C'est voilà, c'est ils se cachent pas, hein, ils l'ont dit. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ça, c'est une autre chose, mais ils se l'ont dit. Écoute, donc très grand sujet, ça c'est écoute, c'est un sujet passionnant, l'AGI, mais je comprends tout à fait, ton point de vue dessus aussi. Pierre, est-ce que tu as un livre ou un film de science-fiction à nous conseiller? Alors, j'y ai réfléchi parce que tu m'avais dit que tu me poserais la question, donc j'y ai un peu réfléchi. Alors moi, je suis plus en lecture heroic fantasy que science-fiction. Très bien, très Au bien. cinéma, c'est plutôt le contraire. Mais je me suis dit: «Ah, il y a quand même un bouquin qui fait un peu le lien entre les 2. C'est Ilium, comment il Ah, je s'appelle? connais pas, je connais pas ça. Il s'appelle Dan Simmons, Ah, et en fait, c'est, l'Iliade et l'Odyssée avec, des post-humains, des extraterrestres, qui en fait jouent les dieux et c'est pas mal du tout parce que justement ça joue avec les codes de la science-fiction, ça joue avec les codes, de la mythologie et de l'heroic fantasy et il y a une espèce de mise en abîme sur mais finalement est-ce que ça c'est pas, des robots, c'est pas des IA, enfin il y a un peu de tout. C'est en 2 ou 3 tomes, je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai pas lu. mmh, C'est longtemps que je l'ai lu. Voilà, oui. mais je t'invite à le lire, c'est vraiment pas mal. Et puis sinon, il y a, je pense, Mais alors et donc sur ce sujet sur celui-là, donc tout à fait, donc merci Pierre beaucoup merci pour la recommandation. Je connaissais Hyperion et de ouais, Dan Simmons en effet et après c'est sûr ce que tu nous dis, c'est très intéressant. Les dieux de l'Olympe vivent sur Mars et se déplacent librement dans le temps et l'espace grâce à leur pouvoir quantique. Leur plus grand il y a même plaisir, du c'est la guerre de quantique. Troie. J'avais oublié. Exactement, bien joué Pierre. Non, ça donne envie déjà et Ouais, OK. c'est bien écrit. Pour de vrai, c'est très bien écrit, c'est haletant. Et sinon, il y a le bouquin que je pense qu'il faut qu'on lise tous, c'est 2042 de Kai Fu Lee, qui sont en fait, c'est pas de la science-fiction, hein, c'est la projection Ouais, de deux experts en intelligence artificielle qui se disent bah tiens, raisonnablement à horizon 10 ans, qu'est-ce qui peut se passer. ouais, tout à fait. Donc ça, c'est pas mal, mais c'est plus pour sa feuille de route. Ouais, Genre, ouais. qu'est-ce que j'écris dans mon business plan. Tu as raison et je l'avais vu passer, je vais le commander de ce pas, IA 2042, donc 10 scénarios pour notre futur, Ouais. Keyfully, exactement, Il faut lui qui a un monté expert. sa startup d'IA en Chine là récemment, Mmh, K01, je crois. c'est ça et super recommandation. Merci beaucoup Pierre, merci pour ce De rien. partage, bravo pour, tout ce que vous avez mis en place. C'est très intéressant de pouvoir échanger sur ces bonnes pratiques, ces usages, donc on va suivre ça avec beaucoup d'attention et je Merci, te dis à bientôt Pierre. Merci. merci, au revoir.